Let's go. Bah, je viens d'apprendre que tu as une Tesla, Pascal. Ah ouais. Tu m'étonnes, normal. Mais pourquoi? Tu t'es fait avoir parce que c'est pas ouf comme voiture. Aujourd'hui, on va parler de Tesla et tout, mais enfin, c'est pas ouf. J'ai Alors, pas de Tesla personnellement. On m'a dit que c'est pas super confortable. tu plaisantes. Alors, personnellement, j'ai eu de très jolies caisses. Je ne citerai pas les marques, mais des très jolies voitures. Tu C'est peux la nous dire, meilleure dis-nous, cite. BM, Mercedes, etc. Et c'est la meilleure voiture que j'ai jamais eue de ma vie. Je trouve que c'est extraordinaire pour plein de raisons. Bah, peut-être j'explique pourquoi. Mais premièrement, c'est hyper confort. Il n'y a pas de bruit, c'est très silencieux, c'est hyper confortable. C'est comme de conduire dans une Tesla, c'est un peu comme d'être au spa. Tu sais, quand ils te mettent des pierres chaudes sur les yeux, puis tu pouffes, la musique des rossignols, et puis les bonnes odeurs et tout ça. C'est comme d'être au spa. Je trouve ça extrêmement relaxant. Donc très confortable, un niveau de bruit qui est faible, etc. Après, c'est hyper agréable à rouler parce que tu as toutes ces aides à la conduite qui font qu'en fait, tu es hyper tranquille et relax. C'est très apaisant comme mode de transport. C'est très économique au niveau Tintin, j'entends, parce que l'électricité, c'est pas cher et il n'y a pas d'entretien. Il faut juste changer les pneus, il n'y a pas de service, il n'y a rien. C'est comme C'est- un iPad avec des roues. J'attendais une chute parce il y a 2 semaines en arrière, quand on a fait la spéciale Rolex, Mhm. tu venais d'apprendre aussi que tu avais une Rolex sur le poignet, mais que tu devais la remonter 2 fois par jour. C'est pas une J'espère que, Rolex. C'est pas une j'espère que Rolex. que la Tesla, t'as pas besoin de mettre le plein d'électricité 2 fois par jour. Ouais, alors il faut recharger relativement fréquemment, mais je suis allé avec, j'ai fait des grands trajets. Honnêtement, ça pose aucun problème. Et puis, tu as tout le réseau de recharge Tesla partout en Europe. C'est de la bombe atomique. Très sincèrement, euh, c'est la meilleure voiture que j'ai jamais eue de ma vie. Donc, je trouve que c'est une voiture formidable. Les auditeurs, ils peuvent aller essayer, hein. Vous vous pointez dans un magasin, ils vous en prêtent une un quart d'heure, vous allez essayer. Vous verrez, ça, il n'y a pas besoin d'expliquer plus, c'est magique. Et puis, moi, je ne suis pas du tout un fan de vitesse, je roule très lentement, je me fais très souvent klaxonner pour lenteur. Euh, non, mais c'est vrai, lenteur, trop de lenteur, hein, mais ça depuis des années. Et du coup, bah, moi, je suis très heureux, mais c'est une bombe atomique de compétition, ça accélère, c'est pas pensable. Ça accélère beaucoup trop vite pour un être humain normalement constitué, en tout cas pour les routes ouvertes. Ok, donc on voit que tu es conquis. Est-ce Conquis. que c'est tous ces arguments que tu nous as donnés qui a aussi conquis la bourse? Parce que je vois que la market cap de Tesla est bien au-dessus de toutes les autres marques de voitures. Donc, est-ce que c'est juste une trend, une tendance, ou c'est vraiment, il y a quelque chose de derrière? Enfin, derrière, il y a quelque chose de derrière. Alors évidemment, on peut s'attaquer au derrière, mais tu es en forme, toi, hein. Alors, non, il y a quelque chose, clairement. Alors, on va essayer de décortiquer cette affaire. Peut-être il faut commencer avec. Alors, premièrement, quand on dit la market cap de Tesla, elle est plus grande que Mercedes ou Volkswagen, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait le nombre d'actions qui ont été émises en bourse fois leur prix au cours du jour. Puis ça nous donne market capitalization, ça veut dire la valeur d'une entreprise sur le marché. Alors, si on compare au cours d'aujourd'hui, en fait, Tesla, ils valent 1430 millions, donc milliards, pardon, ce qui est absolument ahurissant. Et à titre de comparaison, Volkswagen, dont on va parler avant, ils valent un peu moins de 50 milliards. C'est considérablement moins, en presque 30 fois moins. Donc en fait, une seule marque comme Tesla, elle vaut 30 fois plus que Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche et Ducati, tout mis ensemble. Énorme. C'est énorme. C'est une dinguerie de ouf, cinglé. C'est absolument, absolument incroyable. Et pendant des années, en fait, les gens ont beaucoup critiqué le stock Tesla dans les investor calls. C'est moi, mais c'est surévalué. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est surévalué? Enfin,
la valeur en bourse, c'est simplement ce que les gens sont prêts à payer. Donc, en fait, c'est ni sous ni surévalué, c'est simplement la valeur qu'il y a aujourd'hui. Alors, comment on peut expliquer en fait qu'une marque comme Tesla, elle vaut 30 fois plus que les 10 marques de Volkswagen qui sont prestigieuses, hein, Porsche, Bentley, Lamborghini, Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, c'est quand même pas rien. Bah, il y a toute une série d'explications. Je pense que la première, c'est qu'en fait, euh, Tesla, c'est une société qui est d'abord une société de software. C'est un iPad avec des roues. Mais un iPad, ça fonctionne que s'il y a un bon software. Et du coup, ça leur donne un lead absolument extraordinaire, que ce soit dans la gestion de la voiture, comment les phares, ils parlent aux essuie-glaces, etc., etc. Comment cette voiture, elle échange de l'information, comment on peut commander cette Tesla avec une application sur l'iPhone. Il y a bien sûr d'autres marques qui ont des choses comme ça, mais là, c'est extrêmement bien intégré, extrêmement bien fait. Typiquement, si une fois tu veux l'emprunter pour aller faire une course, je te file une clé avec un texto, ce qui est quand Ok. même cool. Qui fait que si tu la déposes, je sais pas, au centre-ville à Genève, ben, tu n'as pas besoin de me rendre la clé, parce qu'elle est digitale. Et tu n'as pas besoin de me dire où tu l'as parquée, parce qu'en fait, j'arrive à le voir dans l'application, ce qui est hyper pratique. Ça veut dire que quand tu partages une voiture, c'est-à-dire quand une famille, par exemple, a une voiture pour, mettons, je sais pas, les parents et deux grands-enfants qui conduisent, on peut savoir si quelqu'un est en train de l'utiliser ou pas. Tu peux voir quand est-ce qu'il arrive à la maison. C'est vraiment hyper pratique. Est-ce que ça vient sur cette vision justement que toi tu as et que tu m'expliques depuis plusieurs semaines, Mhm. dans le fait que la voiture ne va plus être possession d'un individu, mais elle va se passer d'une personne à une autre? Le fait qu'il Ouais. y ait plus cette clé, que ce soit une clé digitale, que tu puisses la géolocaliser et que Mhm. voilà, au final, on sait que les personnes utilisent seulement 4% du temps leur voiture et que ça sert à Mhm. rien d'en posséder une seule si tu l'utilises jamais, quoi. Ouais. Pour moi, c'est une évidence. C'est clair et net que ça ne veut pas dire que plus personne, et c'est des transitions qui vont prendre, je ne sais pas, 5, 10, 15, 30 ans, mais en fait, si on veut vraiment faire de la voiture écologique, il faudrait en avoir moins, parce que 1,5 tonne de voiture, de fer, d'aluminium, de batterie, etc., c'est dispendieux du point de vue écologique. Donc, s'il y a moins de voitures à fabriquer, c'est mieux. Ce qui veut dire que ça va aussi aider en fait à faire des voitures qui soient plus durables, parce qu'on aura, comme les bus, un bus ou un camion, ça fait 400 000, 500 000, 1 million de kilomètres. C'est beaucoup plus costaud. Pourquoi? Parce que en fait, c'est la possession d'une entreprise qui veut simplement que ce camion il puisse rouler, rouler, rouler et encore rouler. Donc en fait, quand les voitures seront partagées puis que ce sera un service qu'on achète, il n'y aura plus aucun intérêt à les rendre périssables. L'aspect de la mode, il disparaît. Donc, je pense que oui, on va aller vers ce modèle de voiture partagée. D'ailleurs, on en a déjà les prémices aux États-Unis avec Waymo, mais aussi Tesla qui a annoncé ses robots taxis, où en fait, c'est un peu comme un Uber que tu commandes. Simplement, si tu as mis un ticket ou que tu as un plus gros abonnement, tu auras peut-être une priorité sur la voiture. Donc, tu pourras avoir des abos. Bon, ben là, on est un peu fauché. Si jamais il y a une voiture de dispo, on la prend, mais on paye moins cher. Puis tu pourras avoir des abos premium où on te garantit que tu as un véhicule dans les 5 minutes, par exemple, un truc du style. Donc, c'est sûr que ce sera beaucoup moins dispendieux, c'est une manière de gérer les ressources qui est beaucoup plus intelligente, fluide et pérenne. Qui est-ce qui est derrière Waymo? Il n'y a pas Google et tout. Je crois qu'il y avait Ouais. Sundar Pichai qui en parlait comme quoi il l'avait utilisé, qu'il avait mis ses parents à l'arrière Mhm. et Exactement. qu'il était super content et que justement Google misait beaucoup là-dessus Mhm. et que ça allait être intéressant de voir cette guéguerre. Ouais, et puis si tu veux, c'est bien là qu'on voit qu'en fait, un des points clés pour la valorisation dingue de Tesla, c'est qu'en fait, c'est une boîte technologique, data first, AI first, software first. C'est le fait qu'ils font du soft, de l'IA, de la gestion de la donnée, aussi de la capture de données, parce qu'en fait, ils filment tous les conducteurs, ce qui enrichit leur IA pour pouvoir conduire, ce qui va amener à avoir des voitures qui soient autonomes et qui puissent te transporter comme un taxi de n'importe où à n'importe où. Et en gros, Google, ils ont commencé ça, c'est en 2015 en fait qu'ils ont démarré cette activité. Puis maintenant, ils en sont partiellement sortis parce qu'ils
il fallait attirer des gros capitaux, des milliards et des milliards pour faire le développement. Mais Waymo, c'est tout à fait un compétiteur de Tesla. Je pense que Tesla, de ce que j'ai lu, il semble être devant en termes de voitures autonomes, nous verrons. Mais il y a tout cet enjeu, en fait, de la voiture autonome que Tesla porte, en fait. Et ça explique une partie de la valorisation. Une autre partie, c'était une super interview qu'avait donné le patron de Ford où il expliquait que dans une Ford, je ne sais plus, il disait, nous, on n'a pas fait le software, donc le développement logiciel nous-mêmes, on a confié ça aux équipementiers, les mecs qui font les essuie-glaces, les mecs qui font les phares, etc., les sièges et tout. Et du coup, qu'il y avait des dizaines, voire des centaines d'interfaces différentes, etc. Puis de tout remettre ensemble et de repenser l'architecture, c'est un truc qui prend des années. Sans compter qu'en général, les Européens sont un peu moins bons dans le software que les Américains. Donc ça, l'aspect tech, Tesla, c'est d'abord une boîte qui fait de la tech et du software en particulier, du traitement de la donnée. Et ça explique une grande partie de ce truc. Une autre chose, je me rappelle, dans une ancienne vie, j'avais dû faire une mise à jour du logiciel d'une voiture allemande. Ça m'avait coûté 256 francs. J'ai dû aller au garage. Le mec, il a mis une grosse prise, un machin, mais long comme un jour sans pain, sur le moteur. Ça a pris une demi-heure. Tout le monde était en PLS. Il a fallu payer la facture. Sur une Tesla, elle se met à jour tout seul. Elle te dit de la connecter à un Wi-Fi. Tu le fais sur ton téléphone. Bim, bam, boum. Et puis, elle se met à jour toutes les 2 semaines. Et c'est cool. Est-ce que tu penses que le succès de Tesla est lié au fait qu'elle a été repris à l'époque quand elle était en difficulté par Elon Musk et que justement, s'il n'y avait pas ce personnage sulfureux derrière, est-ce que Tesla aurait autant de succès malgré que un de ses marchés principaux soit la Chine, tu vois, un peu avec cette épée de Ouais. Damoclès et tout qui leur pond au-dessus de la tête? J'ai l'impression, je me dis, tu vois, moi, j'ai pas de Tesla. Il y a certaines personnes autour de moi qui ont une Tesla, mais c'est pas non plus, c'est pas la révolution, quoi. Tu trouves autant de modèles super beaux chez Mhm. Mercedes ou chez Lamborghini. Bon, évidemment, c'est pas les mêmes prix, mais l'aspect software, l'aspect cloud computing dont on pourra parler après, est-ce que vraiment pour un usager, ça compte beaucoup? Non, pour un investisseur, ça compte énormément. Donc là, Ce pour la dont on market cap. Ouais, ce dont on parlait en préambule, c'était que la valorisation de Tesla, c'est à peu près 30 fois plus que toutes les marques du groupe Volkswagen, donc Audi, Lamborghini, machin, Volkswagen, tous les autres, Porsche, ce qui ne sont pas des marques du premier venu. Et pourquoi? C'est parce que justement, ils ont cet aspect technologique. Donc, pour un investisseur, l'investisseur, il valorise pas seulement la valeur aujourd'hui, mais c'est aussi la valeur demain, le potentiel de développement. Donc, dans cette PTEC, tu as la voiture autonome. Un truc dont on en a déjà parlé aussi, c'est qu'en fait, en Europe, ils ont abandonné pour faire la voiture autonome. Ouais. Bosch, qui est le principal équipementier, ils ont viré tout le monde. Je crois que c'était 3500 licenciements. Donc bon, on peut dire qu'ils ont bâché, ils ont compris qu'ils n'y arriveraient pas. Et du coup, je pense que cet aspect tech, le client s'en fiche un peu. Mis à part le fait que c'est quand même cool d'avoir un autopilot qui s'améliore régulièrement. Je trouve ça sympa. Ça marche quand même de mieux en mieux. Et ça, c'est bonnard. Et surtout, tu n'es pas embêté. Tu sais, c'est toutes ces petites choses de l'expérience digitale, le fait que tu peux passer une clé, tu sais où est la voiture, l'application mobile, elle marche bien. Il y a plein de petits détails comme ça qui sont très agréables. Mais c'est pas, je ne pense pas que c'est pour ça que les gens achètent. Mais ça explique une bonne partie en fait de la valorisation en bourse. Euh, Après, pour l'utilisateur, c'est moins. Après, pour l'investisseur, il y a un autre chapitre qui est super important, c'est le fait que Tesla, c'est un écosystème. Ça a été les premiers, en fait, quand une solution de bout en bout, c'est-à-dire qu'ils ont les chargeurs partout en Europe. Tu peux aller n'importe où, tu as tout le temps un chargeur Tesla super rapide et bien. Donc, ils ont les voitures, bien sûr, avec le software et la conduite autonome, mais en plus, il y a les chargeurs. Et puis, ils ont quand même toute une série de solutions par rapport à l'énergie solaire. Je ne sais pas s'ils le font en Europe, mais en tout cas, aux États-Unis, ils installent des tuiles solaires ou des panneaux solaires sur le toit. Ils installent une batterie pour pouvoir produire ta propre électricité. Donc bon, je ne sais pas si je me fourvoie, je ne sais pas si c'est disponible en Europe, mais en tout cas aux États-Unis, ils le font. Donc en fait, il y a une vraie solution complète
où tu as une voiture qui avance à l'électricité, tu peux produire ton électricité chez toi et puis te prémunir d'éventuelles pannes de courant général. Et quand tu voyages, tu as d'autres chargeurs à peu près partout où il faut dans le monde qui te permettent en fait de charger rapidement et sans avoir à te prendre la tête. Pour revenir sur le point, en Europe, on a abandonné l'idée de la voiture autonome. Mhm. Pourquoi selon toi? Parce que des boîtes de software, il y en a, et on aurait pu faire, enfin, il y a des universités, des académies qui auraient pu développer des choses, enfin, des softwares pour voitures. Et puis, on voit Ouais. avec Volkswagen qui ont énormément d'argent, les meilleures marques, on imagine qu'ils ont déjà de l'électronique à l'intérieur. Mhm. Pourquoi ça n'a pas été fait ou pourquoi c'est pas fait ou qu'est-ce que Elon Musk et Waymo et puis BYD en Chine ont vu que les Européens, on n'a pas vu? Alors, il y a plusieurs réponses qu'on peut donner, mais je dirais la première, c'est que en fait, les champions du software, ils sont pas en Europe. C'est un problème industriel, c'est pas un problème universitaire, c'est pas un problème de science, c'est un problème d'industrie. C'est-à-dire, il faut fabriquer les choses. Et en fait, en Europe, historiquement, on est bon, on a été bon. Les marques automobiles, elles faisaient de la fonderie, elles faisaient. Le patron de Ford, il disait, automotive business is still moving business. Ça veut dire, l'automobile, c'est vraiment, tu déplaces des grosses poutres en fer par tonne. C'est vraiment une industrie du 20e, un peu comme les locomotives. Et dans une industrie, en fait, souvent, la manière dont la société naît, elle a une grosse influence sur la suite. La plupart de ces sociétés européennes, en fait, elles sont nées en fait à l'âge du fer et elles ont transformé de la matière. Elles étaient dans le monde des atomes. Et de passer comme ça du monde des atomes, donc je sais pas, les 6 cylindres en ligne BMW, merveilleux moteur, les V12 Ferrari, merveilleux moteur, tout ça c'est super. Les 4 cylindres de Peugeot qui ont fait le bonheur de plein de gens. Tout ça, c'est de la mécanique, c'est de la thermodynamique, c'est vraiment tout un ensemble de compétences engineering qui sont en fait très différentes de celles du software. Le deuxième point, c'est qu'en fait, les grands acteurs du cloud, de l'IA, ils sont évidemment en Amérique du Nord et pas en Europe. C'est la vie, c'est comme ça. Et du coup, si tu dois faire un software de pointe, bah, tu vas engager des tas d'Européens qui vont partir en Amérique, mais c'est aux États-Unis que ça se fait. C'est d'ailleurs Google et Tesla, hein, ils sont en Californie. Est-ce que tu vois un pattern, un schéma entre les montres de luxe, on en parlait il y a quelques semaines, Mhm. euh, C'est le et les même. voitures? Ouais, ouais, c'est exactement le même pattern. C'est-à-dire que la montre de luxe, en fait, c'est l'industrie du 20e, c'est le fer. C'est transformer la matière de manière artisanale, faire des bijoux, une démarche d'artisan, en fait, un métier, un vrai savoir-faire de compagnon, comme on dit en France. Et je pense que le software, c'est quelque chose de très différent parce que comme les technologies pour fabriquer du software évoluent extrêmement vite, on n'a pas eu la possibilité en Europe de peaufiner un savoir-faire. Je ne sais pas, il y a 10 ans, en fait, pour faire un logiciel, tu allais utiliser certaines technologies. Maintenant, il y a l'IA qui a débarqué, tu as ChatGPT, tu as Cursor. Enfin bref, il y a plein d'aide à la conduite, si on veut, pour fabriquer du software. Ce qui fait que le métier d'ingénieur soft, il a fondamentalement changé. Et surtout, l'industrie, parce que ce n'est pas un problème académique qu'on va résoudre dans les universités ou trois mecs dans un garage, c'est un vrai problème industriel de mise en place d'un logiciel extrêmement complexe avec énormément de données. Et bien entendu que la montre digitale ou la voiture digitale, au sens où elle est d'abord, elle naît d'abord dans la noosphère, dans le software, c'est évidemment le même combat. Et je pense que si on fait les choses, si on dit les choses à grands traits et un peu vite, c'est pas tout à fait vrai, mais on peut dire que l'Europe, elle a loupé la révolution digitale. Elle en est pas un acteur industriel majeur. Donc, la vision de Tesla, c'est un peu venir, enfin comme Apple, avec cette idée de capter de la donnée Mhm. et trouver un moyen de capter de la donnée et puis le faire via une voiture, en fait. En gros, Exactement, c'est ça. c'est ça. C'est En ça que fait, tu expliques. ouais, c'est exactement ça. En fait, une Tesla, quand tu conduis, moi je conduis alors lentement. Alors moi, je dois faire bugger leur dataset parce que je suis trop lent, mais
pour tous les autres conducteurs normaux, les mecs qui conduisent, etc., etc. Et de temps en temps, il peut y avoir des incidents. Donc, tu as ces millions d'heures avec la vidéo où ils ont les caméras devant, les caméras derrière, les caméras de côté, et ils peuvent entraîner une IA. Et plus le temps passe, plus longtemps des voitures Tesla ont roulé, plus ils ont de flux vidéo, et plus ils peuvent mieux, en fait, cette voiture va se conduire toute seule. Donc, si on n'y est pas déjà, on y est presque. On est bientôt à une voiture digitale, donc drivée par l'IA, qui est plus sûre qu'un être humain. Alors, tu me diras, ça dépend du conducteur. C'est clair. Mais la vérité, c'est qu'en fait, il faut avoir d'énormes quantités de données. Et puis après, il faut pouvoir faire quelque chose de ces données pour en fait les mettre en musique pour arriver à la conduite autonome. Et puis ça, ben voilà, on a loupé le coche, c'est la vie. C'est pas la fin du monde, hein, j'entends, c'est pas que le ciel va nous tomber sur la tête, mais il faut quand même être réaliste sur ce genre de trucs. Si ça arrive dans l'horlogerie, puis que ça arrive dans l'automobile, alors que dans l'automobile, on avait les marques, enfin, le groupe Volkswagen, c'est pas non plus 3 Pékins, ce sont des gens brillants. Tu vois, c'est pas une transformation qui est facile à faire. Ouais, j'ai un truc pour toi en fait, parce que dans ce que tu m'expliques, ça me fait penser un peu au business model de providers, de fournisseurs, email ou autres, sans les nommer, bah, qui vont te donner une adresse email gratuite et justement vont se fournir en données, en data, en informations sur toi, ton comportement, ce que tu fais et tout. Ça a l'air d'être le même principe avec la Tesla. Donc, toi, tu l'achètes 40, 50 000, 60 000 balles, peu importe le prix, et que, en fait, tu bosses pour Tesla. Donc, toi, tu vas te balader à Lausanne ou dans le canton de Vaud ou Genève et tout, puis en fait, tu drives d'un point à un autre et la Tesla, elle capte des données, elle prend des informations. Et toi, derrière, eh ben, tu as payé et puis c'est toi qui fournis un service à Tesla, en fait. Ouais, mais c'est un win-win. C'est vrai. Moi, je partage mes données. D'ailleurs, tu peux Tu n'y avais choisir pas de pas. pensé avant. Non, Tu n'y non, avais pas pensé. non, parce que, en tout cas, dans celle que j'ai, en fait, tu peux choisir si tu partages tes données ou pas. Ok. Tu peux dire que tu peux Ouais, il doit y opt-out. avoir 3000 astérix dans qu'est-ce que tu Non, partages non, non, comme non. données. Tu peux ne pas partager ces données. C'est complètement OK. Ils ne t'obligent pas du tout. La plupart des gens le font parce qu'en fait, tu reçois tout le temps des mises à jour. C'est le dilemme du prisonnier. En fait, on a intérêt à collaborer parce que moi, qu'est-ce que je souhaite? Je ne dis pas que moi, je fais la différence. Surtout que moi, je te dis, encore une fois, je pense que je vais foirer le dataset parce que je suis trop lent. Mais la vérité, c'est que si on arrive à améliorer ce système, on aura des routes plus sûres et moi, j'aurai moins besoin de conduire. Donc, on pourra peut-être dans 2 ans faire un podcast en conduisant. Et, euh, et en fait, c'est cool. Si tu penses au temps qui est passé dans les transports, dans les véhicules automobiles, ça doit être en Suisse, je ne sais pas combien d'heures par année, mais c'est un truc de dingue. C'est des centaines de milliers, des millions d'heures, je ne sais pas. Enfin, si tu multiplies par le nombre de gens, c'est énorme. Eh ben, si tu peux mettre ce temps à profit pour je sais pas, te divertir, échanger, je sais pas, jouer à un jeu, faire des podcasts, travailler, dialoguer avec les gens, en fait, c'est génial. Ce sont des heures qu'en tout cas en partie on récupère. C'est aussi une plus grande sécurité. Il n'y a personne au monde qui se dit ah mais trop bien, il y a eu un énorme carambolage sur l'autoroute, j'adore, c'est bien, il y a eu 3 morts. Non, c'est affreux. Donc en fait, tout le monde souhaite la sécurité sur les routes, tout le monde souhaite avoir la paix. Et du coup, moi, je leur file ces données avec grand plaisir parce que d'une part, si ça peut contribuer à faire avancer la cause, tant mieux. Puis d'autre part, les mises à jour, elles sont gratos. C'est pas payant. Donc, Ouais. toutes les X semaines, tu as une voiture qui marche un petit peu mieux. C'est sympa. Qu'est-ce que tu en penses justement du point de Yanis Varoufakis, donc l'ancien ministre de je sais plus quoi grec, qui justement Mhm. lui a fait pas mal d'interventions sur le cloud Ok. computing et Mhm. qui te dit justement que Tesla utilise une infrastructure cloud pour connecter ses véhicules, collecter des données en temps réel, offrir des services comme l'autopilote ou la mise à jour over the air. Et Mhm.
et que justement, enfin, le problème fondamental ici, c'est la privatisation de cette infrastructure critique. Et dans une société démocratique, lui, il juge que comme les données elles sont prises sur les routes, etc., ça devrait appartenir au domaine public et pas à une institution privée, en fait. Bon, je suis d'accord avec toute son analyse sur le cloud capital. Il a raison, en fait. C'est un mec, moi, j'adore l'écouter. C'est un mec absolument génial. Toute son analyse, à mon avis, elle est juste quand il dit, en fait, que les États-Unis sont en train de nous enslave. Je ne sais pas s'il utilise ce mot, mais c'est un peu l'idée, avec du cloud capital. Ça veut dire, tu as les données plus la manière de les utiliser, les infrastructures pour le faire, puis qu'en fait, on va commencer à devenir dépendant d'eux de ce point de vue-là, comme une espèce de région secondaire qui va payer sa dîme. Ah, il a raison, c'est vrai, c'est ce qui est en train d'arriver. Mais ce n'est pas une raison si tu veux, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est la manière de lutter contre. Je pense qu'en fait, ma foi, l'Europe, elle a loupé le virage du digital et c'est ce qu'on est en train de payer maintenant. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Personne n'empêche un acteur européen de faire ça. Et ce n'est pas parce que nous, on a décidé de se priver de le faire avec des lois qui sont complètement zinzin ou une approche de l'innovation qui n'est pas raisonnable. Si collectivement, on n'a pas su se mettre en route dans ce nouveau saut technologique, on n'a pas à faire la morale aux autres. Un autre argument pour ça, c'est qu'en fait, on a quand même. L'Europe a été au centre du jeu géopolitique mondial depuis, je ne sais pas, 1450. Maintenant, ben, notre moment européen, il est en train de passer, ou il est déjà passé. Alors, bon, de venir faire la morale aux autres, alors que nous, on a quand même tenu le guidon pendant 600 ans, c'est pas raisonnable. Donc, il a raison. Son histoire du cloud capital, c'est complètement vrai. C'est vrai qu'en fait, il y a une prédominance américaine et chinoise sur ce domaine-là. Et c'est pour ça qu'en fait, ce sont les Américains et les Chinois qui gagnent dans la voiture digitale et nous pas. Mais maintenant, de dire que ce sont des datas c'est un peu comme, si tu veux, on embête OpenAI, donc en fait, on n'a pas les dernières versions de ces outils-là. En fait, on peut aussi aller vivre dans une grotte. Je crois que c'est pas la peine. Lutter comme ça, faire les lois, ça va quand on est leader du monde, mais là, on l'est plus. Il va falloir se retrousser les manches. Ça fait un peu penser quand tu vois certaines boîtes, certaines startups ou même un business lambda, ils vont te mettre le Made in France ou le Made in Suisse comme avantage concurrentiel, voilà, tu vois. Concurrentiel, ouais. Concurrentiel et tout, et que au final, enfin, tu sais que la proposition de valeur, elle est pas top derrière, quoi. Bah, et là, le fait de tirer un peu sur eux, je te rejoins et j'aime bien toujours avoir ton opinion, mais ce que tu dis, d'un côté, c'est grave, c'est que au final, maintenant, tu as plein d'usines Volkswagen qui sont en train de fermer, Peugeot aussi, ça devient compliqué. Il y a énormément de licenciements. Tu parlais de 3500 à peu près chez Bosch, et ça va continuer. C'est beaucoup plus. Hein. C'est des pourcentages du PIB allemand Moi, je suis très inquiet pour l'Allemagne. Hein. Je pense que l'Allemagne, ça va être une véritable catastrophe. L'Europe en général, la France aussi, qui a quand même une très belle industrie automobile. Et puis, quand tu as un job qui disparaît dans l'industrie automobile, tu en as X chez les fournisseurs, chez les restaurateurs, etc. C'est une chaîne. Ouais, c'est tout des écosystèmes, vu que les gens ils travaillent sur site et tout. Donc, non, je pense que c'est tout à fait dramatique, mais c'est pas. Mais tu le quantifierais comment pour passer un peu plus de temps dessus? Tu verrais quoi en termes de chiffres? Parce que c'est des grosses industries en Allemagne et en France et tout, l'industrie automobile. Est-ce qu'on est plus sur du 20 000, 50 000 postes supprimés dans les 5 non, ça va être plus que ça. Moi, je pense que c'est quelques centaines de mille en Europe. Non, ça va être. Centaines de milliers de postes supprimés. Je pense que ça va être un vrai bain de sang. Je ne sais pas pourquoi les gens n'en parlent pas. Il y a un type sur YouTube que je suis qui est pas mal, qui s'appelle le Viking électrique. On mettra en commentaire son channel YouTube. Le mec est génial. Il fait des vidéos tous les 2 jours pour expliquer que la Terre est en train de s'ouvrir en deux. En fait, il regarde toutes les datas et c'est vrai, on n'en parle pas. Je pense principalement parce que les gouvernements ne savent pas quoi faire. Si tu veux, les gouvernements ne savent pas quoi faire. Mais tu proposerais quoi? Je ne suis pas au gouvernement, mais ça m'intéresse d'avoir ton. Je t'élis. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu proposes?
En fait, si tu pars du principe qu'en fait, c'est une révolution digitale et puis qu'en Europe, grosso modo, on l'a loupé, c'est vraiment, c'est la misère. Ça veut dire que, regarde, par exemple, je regardais l'autre jour l'histoire d'Olivetti. Je ne sais pas si les téléspectateurs se rappellent de cette marque. Il Je connais pas. faisait, tu vois, là, je prends au moins un coup de vieux, mais Olivetti, c'était une marque d'ordinateur faite en Italie. Euh, un type absolument brillant qui met ça en place. C'était à l'époque de Compaq, c'était bien avant Dell, les premiers Mac, ce moment-là. Donc là, les Italiens, ils étaient dans le game, ils faisaient des PC, d'accord? C'était aussi, il y avait Atari, qui était une Ah oui, marque, Atari, les consoles de jeu. voilà, il y avait les Commodore 64. Non, bon, moi Je j'en connais ai eu pas. un. Mais si tu veux, il y avait toute une série d'acteurs, en fait, dans le monde ce qui après a donné le PC. Le mec d'Olivetti, il a eu un accident et son frangin ou son cousin qui le remplaçait, il a eu un accident genre un mois après. Bon, c'est pas de chance, hein. Bizarre. Et pas de chance. L'immensissime usine où ils produisaient ces ordinateurs, elle est maintenant en jachère et on mettra le reportage en commentaire. C'est tout à fait touchant. Bah voilà, on n'a pas su négocier ce virage. Moi, je ne sais pas expliquer pourquoi. On avait tout pour bien faire, des universités, on a inventé le web, etc. Il n'y avait pas de raison qu'on n'y arrive pas. Mais enfin bon, on n'y est pas arrivé. Et alors, maintenant, il y a deux postures qu'on peut avoir. On peut avoir la posture de dire, non, non, Madame la Marquise, les Américains, ce sont des salauds et ils nous privent de ce cloud capital. Sur le fond, Varoufakis, il a raison. On est privé de ce capital cloud. Il a tout à fait raison. Mais moi, je pense que quand il y a une révolution industrielle, quand il y a eu la machine à vapeur, les Anglais, ils ont conquis le monde. Voilà, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont demandé la permission à personne. Et je donne un autre exemple sur ce cloud capital. En plus, attends, pour ajouter à Ouais, ça, vas-y. c'est en plus avec l'élection de Trump et le America Mhm. First, ça va être un bain de sang. Ça va. C'est pas drôle. Enfin, on soutient toutes les personnes Non. qui travaillent chez Ah, Volkswagen mais en bien Allemagne, sûr. en France et dans le monde. Et chez Michelin et chez Chez- PSA, d'ailleurs, le mais il patron de faut. PSA, là, il vient de se faire lourder, là, le ouais, ciao, ça commence, si tu veux. Moi, ça me fend le cœur. Le mec qui était sur la chaîne de montage chez Michelin, il en peut quoi? Il va C'est faire c'est- quoi? c'est toujours les mêmes qui payent. C'est pour ça que je suis très sévère avec les élites, parce que je ne crois pas qu'il faut chercher une espèce de théorie du complot. C'est simplement de la. Ben voilà, on peut le voir historiquement dans le temps long, puis on dit on a passé notre acmé, notre grand moment. Ok, on peut le voir comme ça. Ou on peut dire on était un peu trop confort, on a eu la flemme, flemme, comme ils disent les enfants. Euh, et ben voilà, ça va nous coûter quelque chose. Je donne juste encore un autre exemple sur ce cloud capital. Je ne sais pas si les auditeurs ont vu, mais maintenant, OpenAI, il y a une version O1 Pro à $200 par mois Mm. qui arrive à tenir des raisonnements niveau doctorant, donc doctorat universitaire, etc. Doctorat à l'université, donc c'est vraiment, c'est pas mal, hein. Et ça fonctionne très très bien. Ça permet d'être à minima un assistant à la recherche et peut-être dans quelques mois ou quelques années de faire de la recherche de manière quasi autonome. OK. Qu'est-ce qui va se passer en Europe si tous les acteurs qui font de l'IA en fait sont aux États-Unis? Imaginons que le prix de l'IA pour assister un travailleur de l'économie de la connaissance, donc le tertiaire, grosso modo le tertiaire, ça coûte 200 euros par mois et par employé. Ben, le SMIC, il est à combien en France? Je sais pas, ça 2000, doit être 2000 euros, Non, moi. 1008, 1004, 1008, Attends, 2000. je vais regarder, sinon on va se faire taper sur les Pardonnez-moi, doigts. je contrôle aussi. C'est pas un truc comme 1200 balles, un truc comme ça? Mais non, c'est plus. Plus. J'ai demandé à ChatGPT, il me dit thinking. Ah, 1800. Voilà. 1800 euros. 1800 euros. Ben moi, il me donne 1709. Bon, qui sait? Entre 1700 et 1800. 200 euros, c'est un peu plus que 10%. Ouais. D'accord? Donc maintenant, imaginons qu'un travailleur sur deux, ils doivent être équipés en Europe de la version à 200 euros de ChatGPT. Imaginons que le salaire moyen, ce soit 2000 euros. Voilà.
ordre de grandeur, ça veut dire que tu as un acteur américain qui prélève une taxe qui équivaut à 10% des salaires versés dans un cas sur deux. Ça veut dire 5% de la masse salariale d'un continent comme l'Europe. Good luck. C'est ça le cloud capital. C'est en fait, tout d'un coup, tu deviens dépendant d'outils qu'on te facture, dont tu as besoin pour pouvoir régater dans ce monde qui traite de l'information à grande vitesse. Et c'est un autre exemple, en fait. Il ne faut pas croire que ça ne va pas nous arriver. Il y a la voiture, c'est un exemple. La montre digitale, c'est un exemple. Mais l'IA pour assister les travailleurs, c'en est un autre. Moi, si on m'enlève l'IA, je suis foutu, quoi. Pour revenir à Tesla et à l'industrie automobile, parce que ce que tu dis, le parallèle avec OpenAI, il est top. Qui est responsable? Est-ce que c'est Tesla qui a les dents longues ou est-ce que c'est l'Europe qui a mal fait son taf et puis les Volkswagen, enfin les incumbents, ceux qui sont là depuis longtemps? Parce que là, avec le bain de sang qui arrive, il va bien falloir désigner un responsable, hein. Parce que les gens, comme tu dis, qui avaient un poste chez Volkswagen ou chez Peugeot et Non, qui se retrouvent sur le carreau, un non, plan non. social, c'est chou, mais ils vont pas retrouver de boulot derrière. Non, je suis d'accord. On va s'en sortir, on va trouver des solutions, mais l'Europe est résiliente. Mais je pense que il y a pas un responsable parce qu'en fait, aux États-Unis, il y a un seul acteur qui a émergé, c'est Tesla, et ils le doivent à Musk, qui est un entrepreneur. On peut penser ce qu'on veut d'Elon Musk, mais je veux dire, il fait quand même voler des fusées joliment et il fabrique des super bagnoles. Il n'y a pas grand monde. Je ne vois pas tellement d'entrepreneurs qui lui arrivent à la cheville. Donc, en fait, il fait la différence, même si c'est énervant. Eh ben, de temps en temps, il y a des mecs qui font la différence, puis Musk qui fait la différence. Donc, aux États-Unis, c'est Musk. Et je pense aussi il y a la culture entrepreneuriale des États-Unis qui est beaucoup plus développée qu'en Europe. Il y a une tolérance à l'échec et puis peut-être même une considération de l'échec comme une phase d'apprentissage plutôt qu'un blâme à porter en étendard. Donc, il y a toute une série de considérations culturelles liées à l'entrepreneuriat, la notion de risque, la relation au risque. Et puis après, derrière la Chine, c'est ils ont vu en fait ce mouvement-là de manière. Ils ont été plus visionnaires, ils ont fait en sorte que le pays se mette en ordre pour devenir bon. Et ça, si je regardais avant notre call, le premier en matière de market cap, le premier c'est Tesla, le deuxième c'est Toyota et après c'est BYD. Et BYD, moi quand je travaillais chez Logitech, c'était un fournisseur de batteries de mauvaise qualité. Ça me fait tellement marrer, je te jure. Et du coup, c'est devenu le troisième plus gros acteur de l'automobile avec une capitalisation boursière de 109 milliards. Waouh! Énorme. Voilà. Et il faisait des piles il y a 15 ans. C'est dingue, Mais non? c'est incroyable, mais tu vois où je veux en venir, c'est que aussi tu as peut-être oublié un aspect qui, moi, me frappe, c'est l'aspect Mhm. régulation. C'est que tu vois, enfin, Hop. Tesla, ça sort d'un entrepreneur et là, on en parle Mhm. souvent de l'aspect du guichet unique en Europe où on freine quand même l'innovation. Tu vois, si Oui. tu regardes les montants investis par le gouvernement américain dans SpaceX, qui dit Mhm. qu'il vient enfin, concurrencer directement la NASA, en Europe, on n'aurait pas pu faire ça. On le voit déjà avec juste une marque voiture, tu peux pas le faire. Je crois qu'un des premiers contrats que la NASA a donné à SpaceX, c'était 1,6 milliard de dollars. Mhm. Tu vois? Donc, on encourage l'entrepreneuriat et c'est ce qui manque en Europe. Alors, en Europe, on a réussi à faire Airbus quand même, qui est maintenant le leader en matière d'aviation. Mais je pense que la différence, c'est qu'en fait, en Europe, on était historiquement bien pour les choses qu'on doit fabriquer dans le monde du fer, des atomes, la tour Eiffel, forger, la fonderie, toutes ces choses-là. Parce que c'est un savoir-faire que tu peux raffiner sur des dizaines, voire des centaines d'années. Donc, on a pu accumuler du savoir et puis notre sérieux nous a permis de le faire. La deuxième chose, c'est que euh, je pense que c'est avant tout une question culturelle. En fait, c'est comme ça. En fait, aux États-Unis, ils sont plus tournés vers la nouveauté. Il ne faut pas oublier qu'au début du cycle automobile, c'est quand même eux qui ont la Ford T. Les premières voitures manufacturées en chaîne, c'était Ford.
c'est quand même beaucoup eux qui ont réussi à gagner la première partie de la bataille de la voiture thermique. Les Européens ont repris la main une fois qu'il a fallu raffiner cette chose-là, puis qu'on était à maturité parce qu'ils ont pu le faire. La différence avec l'espace digital, c'est que l'espace digital, il est tout le temps en mouvement. La métallurgie, si tu veux, ça bouge pas à une vitesse qui est hallucinante. Tu es d'accord? Ouais. Les Japonais, l'autre jour, j'ai regardé un film où tu vois le mec forger un sabre au Japon, machin. C'est un espèce de savoir-faire comme ça, millénaire, où en fait les connaissances s'accumulent et puis tu peux entrer dans l'art raffiné de faire les choses bien. Le problème dans le digital, c'est que comme ça change toutes les semaines, les mois ou toutes les années, d'accord? La manière de concevoir le digital il y a 10 ans ou maintenant, elle a complètement changé. C'est un autre monde, c'est vraiment un autre monde. Et du coup, je pense que les caractéristiques fondamentales des Européens, elles sont moins fit for purpose, si tu veux, on est moins fit pour le digital qui avance tout le temps comme un dingue versus la métallurgie où là on était mieux. Et du coup, ben, on verra, peut-être que dans 30, 40 ans, il sera temps de reprendre la main pour un software plus polished, si tu veux, peut-être que ce sera le cas, j'en sais rien. Mais je pense que pour le moment, en fait, ce qui est lié à la révolution digitale, c'est vraiment pas l'Europe qui a la main. Et je ne pense pas que ce soit la régulation. À mon avis, la régulation, elle vient d'un gouvernement européen ou des gouvernements en Europe, peu importe, on n'est pas obligé de les agréger, qui se disent, mais zut, on n'y est pas. Comment on va s'en sortir, tu vois? Du coup, tu as un des plus gros marchés du monde, puis tu dis, bon, ben, on va essayer de guider cette transformation en édictant des lois. Donc, c'est pas si stupide, en fait, comme posture. C'est simplement que l'Europe, elle est en train de dégringoler. Donc, en fait, plus ça va, moins on nous écoute. Et puis, il y a le côté donneur de leçons des Européens qui énerve, en fait, le monde entier, surtout ce qu'on appelle le Sud ou les BRICS ou peu importe. Mais enfin, tout ce qui est pas l'Occident. Et je pense qu'ils en ont marre, et à juste titre, parce que faire la morale, c'est un peu énervant. Donc, voilà, l'Europe, c'est certainement un des continents les plus agréables à habiter, c'est clair, parce qu'il y a un tissu social qui est raisonnable, parce on a une histoire qui est plus longue, donc c'est là que tu as envie d'habiter. Mais en termes de dynamisme dans l'espace digital, on n'y est pas. Et à mon avis, c'est pas même si c'est bonnard de rire de l'Europe avec le guichet unique et ça mérite d'en rire, je ne pense pas que ce soit la cause. Je pense que là, cette histoire sur l'IA, ça m'a déçu parce que je pense qu'ils ont définitivement mis le dernier nail in the coffin, si tu veux. Ça a été il n'y avait pas besoin de ça, mais là, pour le coup, c'est clair. Et du coup, bah voilà, il y a un acteur comme Mistral, il y a OVH, mais on n'est pas à l'échelle. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je Donc, en pense que c'est fait, culturel. donc, pour résumer, ta Tesla qui est récupérée par Elon Musk. Il a Mhm. compris que l'importance, c'était la data et pas la voiture, même si elle est très fonctionnelle, très agréable, etc. Grâce à ça, tu as tous les investisseurs qui mettent une tonne d'argent. Il Mhm. vient et il inonde le monde. Il prend énormément de parts de marché. Les incumbents, Volkswagen, etc., ils se prennent ça sur le coin du visage. Et ils ne savent pas comment forcément réagir. Ce n'est pas leur spécificité. Ça a l'air d'être plus compliqué de passer au digital que de passer du digital à la voiture, ce qu'Elon Musk a fait avec Mhm. X et BYD, mais l'inverse a l'air d'être plus compliqué. Mhm. Et puis, en fait, là, on perd notre avantage concurrentiel en Europe parce qu'il n'y a pas assez de capitaux pour développer et puis pour reprendre les parts de marché Euh, qu'on a perdues. Alors, je suis pas sûr que c'est à cause du manque de capital. À mon avis, c'est le manque d'envie de faire évoluer les choses. Je te donne un exemple qui a l'air d'être un détail, mais qui est important. En fait, Tesla, ça a été, à ma connaissance, le premier, mais peut-être pas tout à fait, en tout cas, un des premiers à faire de la distribution directe. Historiquement, en fait, les marques automobiles, il y avait un garage Renault, un garage Peugeot, un garage Porsche, etc., qui, en fait, prenaient une commission, devaient vendre des voitures et faire l'entretien derrière. D'accord? Tesla, ils font tout en direct. C'est-à-dire qu'ils vendent, tu vas sur leur site, tu commandes, et puis ça vient de Tesla tout de suite. Il n'y a pas un intermédiaire. Tu la reçois dans la boîte aux lettres. Non, non, c'est tout un process. C'est un petit mail, machin. C'est hyper bien fait. C'est vraiment génial. C'est comme de commander sur Amazon, en fait. Et du coup, ça a l'air de rien,
Mais pour un constructeur comme Volkswagen, Renault ou Peugeot, c'est pas que du jour au lendemain, tu dis, bon, bah les mecs, ça fait 50 ans qu'on bosse bien ensemble avec notre réseau de distribution. Maintenant, c'est ciao. On fait des voitures électriques, il n'y a plus d'entretien, on n'a plus besoin de vous. Ciao les gus. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est très compliqué de faire évoluer une entreprise qui a des habitudes. C'est très difficile. Donc, on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Et en fait, Tesla, ils arrivent, ils se disent, bon, ça ne joue pas, on ne fait pas assez de marge. OK, on supprime les intermédiaires, on vend en direct via Internet. De nouveau, ça, c'est le digital. C'est la culture du digital. C'est tu vends en direct sur Internet et tu n'as pas besoin d'avoir 1000 options. Les couleurs, c'est blanc, noir, rouge, bleu, gris, quoi. Voilà, ciao. Tu vois? Ouais, donc c'est vraiment ce mode de consommation. Mais est-ce qu'on pourrait parler aussi de nous en tant qu'Européens, et je te tire pas dessus, hein, mais se dire, bah voilà, on sait que, enfin, peut-être qu'on n'a pas aussi anticipé en tant qu'individu, consommateur, mais se dire de faire un peu de protectionnisme. Il y a des très bonnes voitures fabriquées en Europe, il y a des très bonnes marques et tout, et de se dire que voilà, on va passer à Tesla et il y aura comme incidence des milliers d'emplois qui vont être supprimés. Qu'est-ce que tu en penses de ça? J'y crois pas, mais je peux expliquer pourquoi. Mais on pourrait, en fait, on peut raisonner comme ça. En fait, si tu peux raisonner comme ça, si par exemple tu te dis les voitures américaines ou chinoises, elles sont fabriquées par des gens qui sont mis en danger, dont l'espérance de vie diminue de moitié parce qu'ils sont exposés à des dangers chimiques. Par contre, en Europe, nous, on impose quelque chose de beaucoup plus raisonnable. Là, c'est pas du protectionnisme. En fait, c'est que tu leveling the playing field, c'est-à-dire que tu fais en sorte qu'en fait, à produit égal, vraiment, en fait, le prix soit le même. Mais c'est pas le problème qu'on a. Le problème qu'on a, c'est qu'en Europe, on ne sait pas faire des voitures électriques qui tiennent la route parce qu'on n'est pas bon dans le digital. C'est un autre problème. Après, il y a tout le problème du prix des matériaux parce qu'on n'a pas de matière première pour le faire, ça c'est vrai. Mais je pense qu'on est simplement moins compétitif. Point. Ok. C'est ça le problème. Alors, tu peux essayer de mettre des barrières douanières pour en fait faire survivre une industrie qui a loupé le virage. Il y a des grands patrons de grandes marques automobiles allemandes qui sont extrêmement critiqués parce qu'en fait, ils n'ont pas su négocier ce virage du digital. Mais très sincèrement, je suis sûr et certain qu'ils ont essayé. Et je connais personne qui, dans une industrie du fer, pour donner un terme générique, a réussi à faire cette transformation vers le digital. C'est d'un niveau de difficulté, c'est là, tu vois. Euh, alors, on reproche à je crois que j'en avais parlé, je crois que c'est Ferdinand Piech, qui était le chairman de Volkswagen et de Porsche, qui disait, il n'y a pas de place dans mon garage pour une voiture électrique. Quand le boss des boss, il dit ça, c'est sûr que c'est pas très engageant, c'est pas très encourageant pour la communauté des gens qui voudraient le faire. Mais une industrie ne tombe pas par la faute d'un homme, j'y crois pas du tout, ni à cause d'une régulation, etc. Et si maintenant l'Allemagne pouvait changer une loi pour en fait faire en sorte qu'ils ne perdent pas des centaines de milliers d'emplois, je te garantis qu'ils le feraient. On parle souvent en business que quand c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un cycle. Est-ce qu'il faut l'accepter quand une industrie se fait disrupter? Est-ce que voilà, c'est comme des restos qui ferment, c'est la loi du plus faible, la sélection naturelle, et du plus fort, pardon, la sélection naturelle. Et puis, comme quoi l'industrie automobile européenne, elle va mourir, peut-être quelques-unes, quelques marques qui vont subsister. Mais en fait, il faut l'accepter, puis essayer plutôt que d'essayer de concurrencer, de dire, OK, bah, on jette l'éponge et puis on essaie de développer quelque chose, une nouvelle industrie dans Mais laquelle on serait meilleur. non, 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 il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire que les industriels d'automobile, ils ne vont pas lâcher. C'est simplement qu'avant, imaginons qu'on avait, je ne sais pas, la moitié du chiffre d'affaires et les deux tiers des profits. Parce que les marques automobiles européennes étaient très réputées d'excellente qualité. Donc, en fait, elles étaient plus haut de gamme et ça fait plus de marge. Donc, ça a beaucoup enrichi l'Europe. Mais ça ne va pas disparaître. On va continuer à fabriquer des automobiles en Europe, qu'elles soient hybrides ou électriques, etc. Le monde ne va pas s'écrouler. C'est simplement qu'en fait, on va passer de super dominant à acteur plus ou moins mineur ou majeur, suivant comment on le regarde, d'un domaine industriel qui change. Maintenant,
là où ça va être sportif, c'est qu'en fait, ce à quoi on est confronté maintenant avec l'automobile en Europe, c'est uniquement la voiture électrique. Si maintenant tu prolonges ce qu'on a dit sur Tesla, mettons que en Suisse, je crois qu'il y a une loi qui vient d'être votée, dès l'année prochaine, tu peux avoir des voitures autonomes. Euh, mais mettons que la voiture autonome, c'est un truc qui se démocratise. Tu as Tesla, tu as Waymo, tu as BYD et encore un ou deux autres. Le changement de business model, de passer de la voiture personnelle, où il faut faire du marketing et aller vite et mettre des ailerons, à la voiture collectivisée, qui en fait est comme une espèce de train qui vient te chercher devant chez toi, c'est un changement de business model qui va être énorme. C'est comme Moïse qui ouvre la mer en deux. C'est une grosse affaire, ce truc-là. Donc, en fait, on est en train de se manger la voiture électrique, puis droit derrière, il va y avoir la voiture autonome. Ça va être tout à fait sportif. Mais les Européens vont se battre. La vie n'est pas toujours facile. Il faut qu'ils se battent. On va continuer à réussir, à tirer notre épingle du jeu. Simplement, on va passer de euh, leader incontesté et incontestable à participant. D'accord? C'est pas que ça va disparaître, mais ça va, en termes de volume économique, c'est sûr que ça va changer. C'est surtout aussi pour sur l'aspect impact sociétal, où Mhm. le nombre de personnes qui vont se retrouver sur le carreau, ben là, ça va être compliqué parce que, comme tu dis, j'imagine pas que Mercedes va mettre Ah, la clé sous la porte. Ils vont vendre peut-être moins de modèles, ils vont peut-être augmenter leur exactement. marge, tweaker quelque chose par rapport au business model et tout. Mais Mhm. tu vas peut-être passer de, je sais pas, 50 000 employés à 10 000 ou à 20 000. Et les 30 000 qui restent, je vois pas d'industrie qui va émerger en Europe dans ces prochaines années. Je pense qu'il y en a quand même deux, trois. En fait, à mon avis, le conseil pour tous ces gens, il y a deux approches. Rien n'est foutu déjà. Tant, hein, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, il ne faut pas du tout avoir peur. On est dans un temps de changement rapide et profond. Rien n'est foutu. Tant qu'on n'est pas, tant qu'on n'est pas six pieds sous terre, il y a toujours la possibilité que ce soit pas pire. Donc, il y a tous les métiers qu'on pourrait qualifier de le monde des atomes. Ça veut dire serrurier, ébéniste, réparer des toits, plomberie, enfin bref, tous les métiers où en fait il faut faire quelque chose avec ses mains. Ce sont des métiers qui, à mon avis, je peux tout à fait me tromper, c'est que mon avis personnel, mais mon avis, c'est que ce sont des métiers qui seront très bien rémunérés et pour longtemps. Le truc le plus safe, en fait, pour mener une vie qui soit honorable et agréable financièrement, à mon avis, c'est ça, parce que ça, c'est à l'abri, en fait, de cette révolution de l'IA. En tout cas, pour aller, mettons, 20-30 ans après ça, on ne voit plus rien, mais c'est le pari le plus safe. C'est aussi un mode de vie qui peut être agréable, en fait, parce qu'on est en lien avec le réel. Donc, je pense que ces métiers-là, en Suisse, où heureusement, on a la formation duale, tout ce qu'on obtient avec un CFC, pas employé de commerce, on est d'accord, mais tout le reste, tous les métiers vrais, je ne dis pas que c'est des vrais métiers, mais les métiers où, en fait, on est dans l'art de fabriquer quelque chose ou de réparer quelque chose, des métiers de la réparation, des métiers de la maintenance, des métiers aide à la personne, etc. Toutes ces choses où en fait on est en lien avec le réel, je pense qu'ils seront beaucoup plus valorisés parce que très demandés, plus utiles et plus utiles à l'ère de l'IA. Je pense par contre qu'en fait faire un PhD dans je ne sais pas quel domaine pour être extrêmement bien payé, ça c'est risqué. Ce sont les Mhm. cols blancs qui vont payer cette fois, pas les cols bleus. Donc ça, c'est le premier point. Et puis la deuxième possibilité, en fait, c'est vraiment d'embrasser ce tsunami, cette nouvelle révolution digitale ou cognitive, on devrait l'appeler, qui va de plus en plus vite avec les agents IA qui vont complètement réinventer le monde du tertiaire et de la manipulation des bits, donc des atomes. Mais là, il faut avoir le cœur bien accroché, une âme d'entrepreneur, l'envie d'entreprendre. Et là, tout est à faire. Et je peux que encourager les jeunes et les moins jeunes. C'est absolument génial. C'est ce qu'on fait nous. Mais il faut être accroché. C'est une vie qui est plus, on va dire, qui est plus mouvementée. Et je pense que ça va. Paradoxalement, tu sais, pendant peut-être, je sais pas, quelques centaines d'années, en fait, on a toujours considéré que les métiers manuels, ils étaient, c'est peut-être un peu moins bien. Et ben, je pense que le vent va tourner parce que finalement, le jour en fait où il y a un ordinateur qui fait aussi bien que la grande majorité des humains, euh,
ben, cette capacité à manipuler de l'information et à la transformer, elle aura une valeur sur le marché qui sera bien moins grande. Sans compter que les agents IA, ils travaillent le jour, la nuit, ils font pas grève. C'est dur à comprendre. Est-ce que tu penses qu'on pourrait voir le jour du salaire universel, justement? C'est quelque chose qui a été lancé par Sam Altman, le fondateur Ouais. d'OpenAI. Il y a plusieurs personnes qui en parlent et j'ai l'impression qu'ils essayent de se baquer un petit peu comme quoi les agents IA, l'IA va faire beaucoup de choses. Et là, en plus, si l'industrie automobile change son business model et qu'on est plus dans le car sharing, plus que dans Mhm. la possession de véhicules et que, évidemment, il y a moins de boulot pour tout le monde et que, justement, enfin, les gouvernements mettront en place un truc où tout le monde, Alors, enfin, tout le monde, je ne sais pas exactement ce qu'ils vont mettre en place, mais si tu veux, c'est évident qu'en fait, une société agréable, c'est forcément une société solidaire. Parce qu'une société qui est trop tendue, en fait, où il y a trop d'écart, en fait, elle devient irrespirable. Parce qu'en fait, plus personne peut y vivre. C'est l'injustice permanente. On sait très bien comment ça se finit. C'est soit la guerre, soit la famine, soit la révolution. C'est les trois manières de sortir de cet élastique trop tendu, quoi. Donc ça, il ne faut pas le souhaiter parce que c'est jamais très agréable. Et je pense qu'il y aura un transitoire qui ne sera pas forcément très agréable, mais après ça, on va évidemment, en tout cas, je l'espère, arriver dans un moment un peu plus solidaire. Je ne suis pas certain que le revenu universel, ce soit une bonne idée pour deux raisons. La première, c'est qu'on aura, si tu veux, la place de l'Europe dans le monde, elle va diminuer. Donc on a beaucoup de capital, mais on va créer moins de flux. Donc, en gros, par rapport à la Chine ou aux États-Unis, l'Europe, elle s'appauvrit. Si tu regardes les chiffres de l'Europe par rapport aux États-Unis depuis la crise de 2008, c'est affolant. Je veux dire, eux, ils sont comme ok. ça. Et nous, on fera une émission là-dessus, mais c'est une dinguerie. Je sais pas, d'ailleurs, personne n'en parle, mais si tu veux, en gros, les États-Unis, ils ont monté 3 cols depuis 2008, puis nous, on n'est pas resté à plat, mais pas loin. Donc, du coup, en fait, l'Europe, elle ne va pas devenir plus riche. Alors, s'il n'y a pas plus, c'est difficile de distribuer plus. Tu vois, il y a un problème de fond. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de la solidarité. Et puis, alors, le deuxième problème que moi j'ai avec ce revenu universel, c'est le fait que je trouve ça stupide parce qu'avilissant. Ce qu'il faudrait, c'est un revenu de contribution. Il faut que, tu vois, d'avoir un revenu parce que tu contribues à quelque chose, à un projet, peu importe à quoi, mais contribuer en fait. Et ça, en tant qu'individu, quand tu contribues ou que tu as le sentiment, parce que des fois tu ne contribues pas des masses, mais tu aimes bien penser que tu contribues, mais si tu as le sentiment de contribuer à quelque chose, que ce soit peu importe quoi, alors là, c'est très sain en fait d'être rétribué pour ça. Et ça redonne une dignité qui est plus grande. Euh, donc, oui, un revenu de contribution, ça, ce serait super. J- j'ai très honnêtement du mal à l'imaginer parce que comme tout ce cloud capital, il est aux États-Unis et en Chine, Ils vont rien reverser, c'est clair. c'est ce qu'on disait avant. Si en fait un truc du niveau d'OpenAI O1 à 200 euros par mois, ça devient nécessaire pour tous les travailleurs du tiers-serre, à savoir un emploi sur deux, ça veut dire que tu ponctionnes 5% de la masse salariale. C'est une dinguerie de ouf, tu vois. Et s'il y a ça qui nous arrive pour qu'on puisse rester dans le game, c'est pas de miracle, ça va pas fabriquer de l'argent, ça va nous en prendre. Donc en fait, tu peux pas, voilà, tu peux pas le fabriquer out of thin air. Il faut quand même produire des choses et créer de la valeur. Donc il faut pas s'exciter, ça va être un mouvement qui sera relativement lent, mais si on regarde les tendances, en fait, on n'est pas en train d'émerger comme un acteur majeur dans le digital, pas du tout. Donc en fait, on va forcément se faire fonctionner comme on a fonctionné pour des voitures un peu performantes et de luxe. Pendant des années, ça ne nous a pas beaucoup gêné. Hein. Ouais, ça me fait penser à quelque chose justement où peut-être l'issue, ce serait et c'est ce qui est en train de se passer. On a vu avec le conflit en Russie et puis en Ukraine, où justement l'Europe n'a quasiment plus d'armée. Et on pourrait imaginer tous ceux qui bossaient dans l'automobile, ils vont recommencer à, à reproduire des tanks, Ouais. des trucs militaires et tout. Et il y aurait un peu cette épée de Damoclès au niveau européen. Tu vois, on parle souvent de guerre mondiale, mais c'est que ça pourrait être une solution pour l'Allemagne
de repartir là-dessus, hein. Enfin, je sais pas, qui redevienne un constructeur, ou je sais pas comment on appelle ça, armateur, mais une des options, parce Alors, que sinon, je vois pas j'y crois grand-chose, pas hein, du tout. Déjà, je le souhaite absolument pas, mais je le crois pas du tout pour deux raisons. La première chose, c'est que l'Europe, elle va acheter des armes américaines, c'est Ouais, sûr. mais justement, enfin, apparemment, Trump, il veut plus subventionner l'OTAN, il veut plus mettre Oui, de l'argent. Et justement, les oui, Européens, ils se disent maintenant, bah, il faut qu'on ait notre propre, qu'on puisse se défendre, qu'on ait notre propre sécurité. ouais. Est-ce qu'il va leur filer les F-35? Ça, on ne sait pas. Leur Mais propre sécurité en achetant des armes américaines. toi, tu le vois comme ça. Enfin, tu C'est penses comme qu'il n'y ça aura que pas il y aura pas le choix, quoi. c'est pas que je le vois comme ça, c'est que c'est ça qui se passe déjà maintenant. Regarde la Bah, liste des justement, pays. peut-être maintenant, c'est le moment de réinverser la tendance, quoi. Alors, bon, j'y crois pas une demi-seconde, mais en plus de ça, on aura un autre problème. Again and again, c'est que maintenant, c'est le digital qui règne et puis que voilà, back to square one. Mais j'y crois pas. Et si tu veux, la perspective de s'en sortir parce qu'on va fabriquer des canons, des chars et des avions de chasse, je trouve pas ça extrêmement stimulant. Ça veut pas dire qu'il faut pas qu'on ait une approche raisonnée. Par exemple, moi, j'adore le concept en Suisse de neutralité armée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être fort, mais notre modèle économique, ça ne peut pas être de fabriquer des chars. Tu vois? Mm. Je ne pense pas que c'est une bonne solution. Il faut sortir par le haut d'une crise comme ça plutôt que comme ça, une espèce de rétrécissement intellectuel. J'y crois pas du tout. Et de toute manière, en fait, si l'Europe doit consacrer une part plus importante du gâteau à la défense, ce seront des armes de l'OTAN. Donc, américaine. Donc, ils nous refilent leur voiture, leur Tesla, Mais leur oui, LLM, leur OpenAI, mais bien plus sûr. les armes et tout. Est-ce Puis que au tu penses, final, nous, fais on le est là en train de raisonnement à regarder. l'envers. Fais le raisonnement à l'envers, Younes. Est-ce que tu penses qu'en fait, Trump, qui est un homme d'affaires, il dirait, quand il fait la phrase, il faut que les pays européens y consacrent au moins 2 à 3% de leur PIB à la défense. Est-ce que tu penses qu'il est en train de leur dire, montez des usines en France et en Allemagne pour faire vos propres matériaux? Non. Ce qu'il dit, c'est, parle ici la monnaie, mec. Et en fait, ben, voilà, c'est ça. Et en plus, comme on est intégré dans l'OTAN, c'est une espèce de manière de fixer des normes et des règles pour faire en sorte, qui n'est pas stupide, parce que comme ça, c'est toute une vision d'armement qui peut être intégrée, mais c'est une question de gros sous. Et à mon avis, j'ai un peu suivi cette histoire d'avions de chasse européens où il y avait eu des essais de collaboration entre les Anglais, les Français, les Allemands, et tout ça est parti dans le caniveau, si tu veux. Donc, c'est la même chose pour les drones. Et puis, again and again, pour les drones, en fait, la partie software, elle se met à jouer une importance de plus en plus grande. Tu vois, de nouveau, ces technologies digitales, elles sont en train de structurer le monde de demain. Euh, c'est le digital qui structure la manière dont l'information est créée et partagée. C'est le digital qui structure une bonne partie des choses dans l'armement. Moi, j'y crois pas une seconde. Et puis la perspective de voir le continent européen se transformer en mec tout nerveux, armé jusqu'aux dents, je, je Rambo. trouve, Rambo oh, 2025. je trouve pas ça très enthousiasmant. Ça veut pas dire qu'il faut pas avoir la possibilité de la force au sens régalien. C'est pas ça. Bien sûr il faut pouvoir se défendre, mais je ne crois pas que monter une espèce d'industrie de l'armement, c'est l'alpha et l'oméga pour sauver la planète, lutter contre le réchauffement. Tu vois, on peut pas d'un côté dire ouais, mais les voitures électriques, c'est pas aussi green que ce qu'on voudrait. Puis après, on dit non, mais c'est bien, on va faire des chars d'assaut, vous allez voir, ça va sauver les marmottes. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, la perspective d'aller tout à l'armement, Ça va être compliqué. je ne pense pas que c'est souhaitable et de toute manière, je ne pense pas que ce soit faisable. Alors, mais surtout, ce n'est pas souhaitable. Essayons déjà de mettre en place un plan qui soit un peu enthousiasmant, que diable. Essayons déjà que c'est difficile d'y arriver, mais il faut un plan qui sont un peu enthousiasmants. Donc, il faut se mettre à fond dans le digital, il faut essayer de choper une culture un peu plus entrepreneuriale, il faut réinventer la médecine, les médicaments, etc. Il faut innover, il faut aller dans le nouveau. Innovare, ça veut dire aller dans le nouveau. Il faut arrêter de se crisper sur nos acquis. Et puis, il faut
inventer un monde demain, si possible plus généreux, plus intelligent. La voiture autonome, je trouve que c'est un très bon exemple parce que on était tous comme ça accrochés. Non, c'est ma Peugeot, je te file pas les clés. M'emmerde pas, Younes, tu seras jamais de retour au bon moment. On était nerveux comme des Bernard l'ermite au fond de l'océan. Maintenant, ça s'est terminé, en fait, avec un système digital de pointe bien fait. Il n'y a plus besoin d'être nerveux. Le déplacement et la mobilité personnelle coûtent moins cher, polluent moins, et c'est bonnard. Et simplement, il faut arrêter cette espèce d'idée de la propriété absolue. Mais c'est absolument pas dérangeant. Avec la Poste, si tu ne possèdes pas les véhicules de la Poste, ils te livrent ton courrier et tes paquets pour Noël. C'est OK, personne maille. C'est juste qu'on est habitué. Donc il faut se détendre. Et puis, il faut aller en fait dans une organisation collective. Et puis, les sociétés aussi, elles vont devoir changer. Donc, les entreprises. Il faut simplement se dire que, ben voilà, maintenant, on passe à une autre étape. Il faut s'adapter. Moi, je te rejoins et c'est aussi un de mes chevals de bataille, ou je dirais un de nos chevals de bataille à toi et moi, c'est cet aspect d'innovation et cet aspect d'entrepreneuriat où je pense que c'est une très belle époque pour construire quelque chose. Et puis, si le ou les gouvernements n'ont pas réussi parce que la tâche est assez complexe, et c'est vrai que c'est aussi aux entreprises privées de se protéger de toute disruption, eh ben, je pense que la clé du futur, elle va passer forcément Ouais. par l'entrepreneuriat et de pouvoir créer soi-même son revenu, soi-même sa structure et de se débrouiller par soi-même parce que sinon, Oui. là, on risque de rester sur le carreau. Il faut pas avoir peur, il faut essayer. Et je le redis, en fait, pour les gens qui sont qui ont fait un CFC. Je veux dire, le, le, moi, je suis à deux doigts de me dire, bon, faut faire sanitaire, quoi. Va apprendre ce métier. Mais très sincèrement, je pense qu'il Mm. y a, il y a c'est devenu beaucoup plus intéressant. Je me ferais beaucoup plus de soucis pour quelqu'un qui est dans le travail de la manipulation, de l'information qui va se retrouver comme une espèce de zombie à essayer de se planquer pendant les 3 4 années qui viennent pour pas trop qu'on le repère, puis tout d'un coup, zou, Ouais. tu vois. C'est Bah, pas une vie très heureuse. et puis en plus, c'est vrai qu'en Europe, on a cette tradition où si tu regardes typiquement en France avec les MOF, là, les meilleurs ouvriers de France, que ça soit dans la Mhm. pâtisserie, dans la cuisine. Donc il faut vraiment peut-être revenir back to basics et puis Ouais. essayer de tirer son épingle du jeu comme ça, en fait. Parce que ça, c'est des connaissances et des expertises qui se payent très cher, même en allant à l'étranger, quoi. Oui, célébrer le monde, célébrer le savoir-faire, célébrer le travail bien fait, ne pas avoir peur d'essayer quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, à titre individuel ou pour une entreprise à titre collectif, le risque de ne pas essayer, il est bien plus élevé que le risque de tenter quelque chose. Parce que Ouais. de toute façon, d'ici 3, max 5 années, vous allez devoir tenter un truc, de toute manière. Donc, il faut se mettre en route. Euh, c'est le meilleur moment, il faut y aller, quoi. Il ne faut pas avoir peur. C'est simplement que c'est un modus operandi qui est un tout petit peu différent. Mais c'est aussi célébrer demain, au sens où on ne pense pas que demain va forcément être moins bien qu'aujourd'hui. Ça, c'est le truc complètement nihiliste. Euh, alors bon, quand on avance en âge, forcément, il faut beaucoup d'optimisme, enfin l'optimisme chevillé au corps pour penser que demain sera mieux qu'hier, mais n'empêche, il y a une vraie joie de la réinvention et il ne faut pas avoir peur en fait d'y aller parce que le moment est tendre pour ça et que de toute manière, c'est un peu le pari de Pascal. Le fait de ne pas le faire, c'est à mon avis beaucoup plus risqué que de le tenter. Ouais. On vous a sapé le moral pendant 1 heure et puis maintenant on vous laisse sur une note On de est, joie. on est sur un Allez-y, pouce levé en lancez-vous. espérant que les auditeurs vont s'abonner à la chaîne, bien sûr. Euh, hmm. Non, mais en tout cas, c'était intéressant de décortiquer, de décrypter un petit peu le parcours de Tesla. Mhm. Pour moi, je reste un peu sur ma faim, sur ce qu'ils font. Ok. Je trouve pas ça, enfin, j'irai pas m'en acheter une demain, même si tu me l'as bien vendu, je dois dire. Mais c'est plus du côté investisseur. Et puis c'est là que tu vois que les Américains, ils sont très forts en termes de branding, de marketing. Parce qu'au Mhm. final, que ça prenne des infos et que ça soit du cloud computing ou que ça fasse soi-même, enfin l'autopilote, on s'en fiche un peu. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel on va s'inspirer pour Moi, ceux qui veulent développer des choses sur leur méthode
de fonctionnement. Et puis, c'est inspirant, je vais dire. C'est inspirant et je pense qu'il faut pas négliger en fait ce mouvement global en fait que le digital est en train de tout manger. Euh, je pense que dès qu'on aura 10 000 abonnés, tu vas t'acheter une Tesla. Dis-le, Voilà. Younes. 100 000, 1 million. Non, non, parce que tu sais, il y a aussi cet argument comme quoi, enfin, et Elon Musk, il en parle souvent, cet aspect de tout électrifier, ça passe par la voiture électrique. Déjà, je trouve que si tu dois faire un long voyage, t'arrêter chaque 300, 400 kilomètres, c'est chiant d'attendre. Ça, c'est la première chose. Je pense que les batteries, elles ont quoi, 10 ans ou 15 ans ou 20 ans même pas Mhm. de vie. Donc, à un moment donné, ta Tesla, tu vas devoir la jeter. Enfin, je ne sais pas comment ça va être dans le futur, mais ça, c'est un des feedbacks que j'ai eu. Et puis, je pense que l'aspect durable, il passe pas par forcément acheter du neuf, mais plus, comme tu dis, dans le car sharing ou faire du Mhm. neuf avec les anciens modèles. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à la durabilité, mais Bah, les batteries, c'est catastrophique apparemment. alors, en premier ordre, ce qui compte, c'est en fait la masse d'une voiture. Donc, il faudrait qu'elle soit plus légère. Elles ne le sont pas forcément. Mais par contre, en Suisse, où la production d'électricité est extrêmement peu carbonée, parce qu'on a des barrages, euh, et donc la production d'électricité, elle produit peu de carbone. En fait, en Suisse, la Suisse, c'est un très bon endroit pour avoir une voiture électrique. Mais bon, comme tu vis à Genève. Euh, Ensuite, le deuxième point, c'est que, bien entendu, tu peux regarder la voiture électrique au stade où elle en est aujourd'hui, mais en fait, si tu la regardes au stade où elle en est demain, les solutions de stockage d'électricité comme les batteries progresseront, etc. Puis, si tous les 15 ans, tu remplaces tout ou partie des batteries en bénéficiant des progrès qui ont été faits, tu ne mets pas à la poubelle la tonne et demie de fer et d'aluminium qu'il y a autour et tu continues à l'utiliser, ce qui est un bon deal. D'accord? Donc, je pense qu'il n'y a pas trop d'arguments. Mais maintenant, évidemment, on pourrait dire, bien sûr, on peut faire des voitures hybrides, etc. Mais mettons le mode de propulsion de côté. Je crois que le gros qui viendra avec la voiture partagée, et ça, ce sera une voiture digitale, donc électrique. Et ça permettra de Donc réduire. Tesla, Pas forcément, ça sera peut-être BYD, ils sont bien ce placés, sera quoi. peut-être Xiaomi, qui est une autre marque chinoise qui faisait des téléphones il n'y a pas longtemps. Ils en font certainement toujours. Bah, maintenant, ils font des caisses. Bon, BYD faisait des batteries. Voilà, peut-être que ta prochaine voiture sera une voiture chinoise, mais c'est sûr qu'en fait, une voiture qui vient te chercher devant chez toi, qui te coûte 3 fois rien, qui est partagée avec quelqu'un d'autre, quand on a besoin d'une plus grande parce que tu vas, je sais pas où, c'est sûr que c'est bien et c'est là qu'on va aller. Mais pour ça, il faut qu'elle puisse capter de la donnée, naviguer toute seule. Il faut qu'elle soit digitale. Tu On vois? y est déjà. Hmm, pas encore tout C'est à juste fait. maintenant question de régulation, non? Pas que, non, non, il y a encore quelques progrès à faire, mais si tu veux, il y a des parties du monde dans lesquelles ça fonctionne. Mais San Francisco, évidemment, ils ont plus de kilomètres. Ça fait des années qu'ils roulent avec des caméras là-bas. Waymo, ça fonctionne à quelques endroits aux États-Unis. Ça va venir, si tu veux. C'est en route. On va y arriver. C'est pas encore tout à fait là. Mais ce que je voulais dire par rapport à l'impact écologique d'une voiture, c'est que en premier ordre, s'il y a moins de voitures, c'est une bonne idée. Tu vois? Certes, c'est vrai. Donc, la voiture autonome, ça veut dire combiner le train et le véhicule sous forme d'abonnement. C'est déjà probablement pas une mauvaise idée. Ensuite, en Suisse, l'électricité, la production d'électricité décarbonée, c'est pas une mauvaise idée. Voilà. On Puis va si voir des commentaires des chauffeurs de VTC, de Uber et tout, là. ah ben oui, il faut faire plombier là. Il n'y a pas de doute. Hein. Ça c'est clair. C'est cuit. Ah ouais, C'est toi, foutu. t'es aussi radical par Ah, rapport à ça. c'est sûr et certain. Ce qu'on peut pas dire, c'est est-ce que c'est cuit dans une année, 5 années ou 10 années. Ou est-ce que Mais, le gouvernement met son veto et interdit ces voitures autonomes mais, pour protéger les emplois? mais jamais de la vie. Ok, toi, tu le vois comme ça. Tu veux interdire les Macs pour protéger les dactylos? Non, c'est vrai. Bon, on le fera pas. C'est pas dans notre intérêt parce que, si tu veux, Excellente celle-là. non mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu peux pas te retirer du monde. Alors évidemment, tu peux vivre comme un troglodyte. On se dit bon bah allez les mecs, on retourne dans le caverne. Hein. Petit pagne en peau de bête, torche à la main, on prend des quiches là comme ça dans la grotte. Mais
c'est sûr que c'est pas ça qui va se passer. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Tesla ou on est tout bon? Non, on est tout bon. J'aimerais juste que tu nous dises à partir de combien d'abonnés tu vas commander une Tesla. T'avais dit quoi comme nombre avant? J'ai dit, c'est quoi, 10 000, 100 000, je sais pas. 10 000 peut-être. 10 000, ouais. 10 000. Ok, et ben voilà, c'est 10 dit 000. 10 publiquement. 000. À 10 000. 10 000. À 10 000, C'est bien. je vais devenir un traître comme toi, Pascal. Le traître à l'industrie automobile Attends, non, mais européenne. non. Bon, voilà, les gars, si vous aimez pas, si vous voulez embêter Younes, il faut s'abonner parce que Non, comme ça, à 10 000 abonnés, hein. Oh, est-ce qu'on peut acheter des abonnés de manière illégale sur YouTube? C'est peut-être possible. Je vais me renseigner. Tu verras demain je vais matin. me Là, retrouver dans la merde. Younes, t'es engagé. T'es engagé. Oh, je vais pas poster la vidéo. Ah, on est mal. Imagine Ouais, la semaine pro. C'est possible, hein. Non, mais c'est possible. les auditeurs, ils sont gentils. Alors, ne vous abonnez surtout pas si vous écoutez. Faites Maillet Younes, abonnez-vous. 10 000. 10 000 abonnés, c'est rien. C'est rien. C'est rien. Il faut y aller. Oh là là, tu me mets dans une sacrée. Non, mais Ouais, tu es dans la mélasse maintenant, c'est je clair. suis Hein, dans la mélasse. si tu as un cercle d'amis qui disent que tu es comment on dit, c'est trahison d'avoir une Tesla ou bien c'est mal vu. Non, j'ai pas. Non, non. N'importe Ok, qui, je pense, a pas ce côté patriote européen. Ils en ont rien à faire. Donc, ils ont une belle voiture qui marche, qui fonctionne. ok. Ils s'en foutent complètement. Bah, bah voilà, c'est cuit, mon gars. Parce qu'on va avoir 10 000 abonnés, tu peux déjà aller te voir sur le Je site vais ce aller soir. chercher le modèle. Bien sûr, Je vais la bien commander. sûr, bien sûr. Moi, je recommande un modèle 3. Euh, On m'avait parlé du modèle Y. ah oui, oui, mais ça, c'est SUV. Là, ouf. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, mais toi, tu as des enfants plus petits, tu transportes des poussettes, machin. Non, non, j'ai plus de poussettes, mais j'ai les enfants, ouais. J'ai les Ouais, enfants. ouais, toi, il te faut un 4x4, il n'y a pas de doute. Mais bon, tu as vraiment besoin d'une voiture à Genève. Tu es en transport en commun. Ah, moi, je fais tout à vélo. Je fais tout à vélo. Ouais, ouais, ouais. Non, non, la Hmm. voiture. Non, c'est un cauchemar pour se parquer et tout. Le vélo, c'est rapide, c'est bien. Mais je vais pas Le vélo, raconter c'est trop bien. ma vie. Non, non, Hein. non, bien Tu- sûr, non. Acheter une pièce. Sur ce, Pascal, je te souhaite une bonne soirée et à très bientôt. À bientôt. Ciao, Ciao, Younes. ciao.